Bienvenue pour l'épisode 2 du Dico Vernaculaire King, un lexique queer et féministe. Dans cet épisode, je vais parler des mouvements issus du féminisme. Mais d'abord, je voudrais remercier pour vos retours pour l'épisode 1 et je voudrais revenir sur un retour qui m'a été fait en particulier parce que j'avais dit que pour moi, être queer, ça pouvait être compatible avec être cisgenre ou hétéro. Il y a des personnes qui m'ont dit que pour elles, c'était impossible de penser que des personnes cis pouvaient être queer parce que les personnes cis n'avaient pas vécu les oppressions qu'ont vécu les personnes LGBTIA+. Et que donc s'attribuer le mot queer, ce serait injuste, en fait, de leur part. Donc déjà, je voudrais dire que pour moi, le mot queer est polysémique et qu'il y a plein d'appréhensions possibles du terme. Et que donc cette explication que ces personnes m'ont faite est totalement valide et elle fait sens pour moi, mais je la partage pas. Voilà, donc je voudrais réexpliquer un peu ma vision du queer, ma vision subjective du queer. Donc certes, les personnes cis-het n'ont pas vécu les oppressions que subissent les personnes LGBTIA+, mais pour moi, le terme queer est un terme qui est actif et qui n'est pas passif. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on agit et que tous les jours on continue on reproduit une manière d'agir tous les jours. Et donc être LGBTIA+, c'est des identités qui entraînent des oppressions. Et être queer un moment dans sa vie, ou pour une plus longue période, c'est donc à l'issue ou pendant un long processus de déconstruction personnelle. Et ça amène à considérer les choses et les gens en dehors des binarités et tenter de se libérer des normes de genre et de sexualité. Et donc selon cette définition, je vois pas en quoi ce serait incompatible d'être hétéro, mais aussi de se questionner sur soi-même, de se déconstruire et en même temps de reconnaître ses privilèges. Et je dis pas que les personnes hétéros doivent se vanter d'être queer. Je dis juste que c'est un mode d'action qu'elles peuvent mettre en œuvre dans leur vie. Je voudrais également vous montrer un dessin qui est issu de Queer Graphic History, dont j'ai déjà parlé, de Barker et Shield. Et donc ça parle un peu de comment on peut être hétéro et en même temps agir de manière queer au niveau de la sexualité. Voilà. Je vais aussi rappeler mes autres références qui sont le lexique queer de Queer Paris et les pensées des autoristes des études de genre et de la théorie queer. Et rappeler aussi que tout ce que je veux dire c'est subjectif et c'est non exhaustif. Et j'explique mieux ma démarche dans l'épisode 1. Donc dans cet épisode, je vais parler des mouvements liés au féminisme. Et d'abord, je veux rappeler que le féminisme est historiquement divisé en 3 vagues. La première vague, c'était à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Et c'était avec toutes les luttes pour les droits civils des femmes, et notamment le droit de vote, avec les suffragettes par exemple. Ensuite, il y avait la deuxième vague qui commence en environ 1960 et qui est plus variée, qui regroupe par exemple le black féminisme, qui regroupe le féminisme postcolonial, le féminisme plus radical et matérialiste. Et donc la troisième vague, c'est à partir de 1990, avec la théorie queer notamment, et c'est une multitude de mouvements et de courants qui parfois s'opposent et avec plein de débats, et liés à plein de pensées philosophiques ou de mouvements militants différents. Donc j'ai parlé dans cette vidéo de plusieurs mouvements liés au féminisme et aux luttes LGBTIA+. Pas tous les mouvements parce qu'il y en a beaucoup trop. Et je vais commencer par l'assimilationnisme ou les politiques intégrationnistes. Donc l'assimilationnisme, c'est un positionnement de certaines militantes LGBT, BT entre parenthèses. Donc ces personnes, elles revendiquent l'égalité des droits entre tous les citoyens et citoyennes et l'intégration des personnes homo et trans dans la société hétéronormative. Donc c'est un mouvement qui met plus l'accent sur les points communs que sur les différences et qui critique pas du tout le système binaire ou les normes sociales. C'est au contraire un mouvement qui veut entraîner l'intégration des personnes homo ou trans dans la société et pour qu'elles puissent et leur donner des droits pour qu'elles puissent en faire partie librement. Et donc ces personnes, elles sont en général pour le mariage pour tous et elles ont une vision essentialiste de la sexualité, c'est-à-dire qu'elles voient la sexualité comme quelque chose de fixe et d'inné. Les premières militantes gays et lesbiennes, dans les années 1950-1960, étaient majoritairement assimilationnistes. Et c'est encore un positionnement qui est très répandu, même si les personnes ne se revendiquent pas comme telles. Par exemple, les organisatrices de la Gay and Lesbian Pride à Lyon jusqu'en 2019 pouvaient être qualifiées d'assimilationnistes, puisque elles étaient en lien avec les institutions politiques de Lyon, étaient en lien avec des entreprises commerciales, et donc, ils faisaient quelque chose, et on créait une Pride qui était très lisse, qui était très
commerciale, très bien pensante, et qui était beaucoup moins politique du coup. Et c'est pour ça que cette organisation a été reprise cette année par un autre groupe, le collectif Fierté en lutte. Et donc ce collectif qui s'oppose à ces valeurs assimilationnistes, entre autres. Maintenant, je vais parler du matérialisme. C'est donc un courant du féminisme dit radical, c'est-à-dire que c'est un féminisme qui veut résoudre le problème à la racine. Et donc, il débute à partir de la deuxième vague du féminisme dans les années 1960. Il s'inspire du marxisme et il théorise le patriarcat de façon conceptuelle, dénonçant son caractère systémique. Ça veut dire que le matérialisme dénonce que le patriarcat crée une organisation sociale qui rend la domination des hommes sur les femmes institutionnelle et qui donc l'impose de façon juridique, l'impose de façon culturelle dans la pensée collective, etc., etc. Les matérialistes, ils comparent les rapports entre genres aux rapports entre classes sociales. Et par exemple, le mouvement de libération des femmes, dit MLF, qui comptait dans ses rangs Monique Wittig, faisait partie du matérialisme. Et elle dénonçait l'oppression des femmes dans la société de façon économique, de façon matérielle, de façon sociale, avec par exemple la répartition des femmes vers la reproduction et le travail domestique non rémunéré, et les hommes du côté de la production rémunérée. L'essentialisme ou le différentialisme, c'est une branche du féminisme qui pense la féminité et la masculinité comme des choses innées et qui pense donc qu'il existe une essence féminine qui est différente par nature de l'essence masculine. Les féministes essentialistes sont aussi appelés différentialistes et ils naturalisent les caractéristiques qui sont construites culturellement et socialement. Elle prône la valorisation des pratiques et des arts dits féminins comme la broderie, le tissage, la céramique, dans une dynamique d'empowerment ou d'empuissancement. Et elle valorise également la maternité comme un pouvoir des femmes. C'est dangereux parce que ramener trop le genre à la nature, ça peut mener vers des comportements ou des modes de pensée transphobes. Et ça ramène les femmes à leur supposée vulve. Mais bien sûr, c'est pas le cas de tous les féministes essentialistes. Il y en a par exemple qui le sont dans un sens spirituel et qui voient le féminin et le masculin comme des énergies par exemple, des énergies que l'on peut posséder dans des proportions variables, indépendamment de son sexe. L'abolitionnisme, c'est un terme ambigu parce que initialement il était utilisé pour désigner le mouvement en faveur de l'abolition des règles en matière de prostitution et pour la dépénalisation des clients et des travailleuses. Alors que maintenant il désigne le camp adverse, c'est-à-dire le camp qui est opposé à la prostitution et qui était anciennement appelé prohibitionniste. Le féminisme abolitionniste, il va dans le sens de la prohibition de la prostitution, de la dépénalisation des travailleuses, mais de la pénalisation des clients pour protéger les travailleuses et arrêter l'objectification du corps des femmes. Ces féministes, elles sont appelées SWERF, en référence à TERF. SWERF, ça veut dire Sex Worker Exclusionary Radical Feminist, et TERF, c'est les Trans Exclusionary Radical Feminists. Et donc, ces féministes sont critiquées par les féministes pro-choice et pro-sexe. Le masculinisme, c'est le mouvement masculin créé en réaction au féminisme. Officiellement, il cherche à défendre les droits des hommes et leurs intérêts. Dans les faits, les masculinistes, ils s'offusquent qu'on puisse vouloir leur retirer leurs privilèges en raison d'une certaine égalité. Et ils font tout pour se mettre dans le chemin des féministes, un chemin qui est déjà plein d'obstacles. Certains d'entre eux critiquent une soi-disant féminisation des hommes qui serait en œuvre aujourd'hui. Et ils proposent également des stages pour se reconnecter à sa nature ou son essence masculine. D'autres se réunissent entre couilles pour parler de leurs problèmes ou de l'indécence des femmes qui refusent leur avance et qui commencent à devenir exigeantes. Et les plus radicaux et dangereux, ils vont même parfois jusqu'à utiliser de la violence physique. Et par exemple, on peut évoquer le terroriste masculin de Toronto qui a tué 10 personnes dont 8 femmes au nom des incels pour cause de l'oppression qu'il subissait en tant qu'homme. L'intersectionnalité, c'est un concept qui a été d'abord développé par Kimberlé Crenshaw. Je vous renvoie à son speech pour TED Talk qui s'appelle The Urgency of Intersectionality. Donc l'intersectionnalité, c'est un mouvement du féminisme dont une des origines, c'est le black féminisme aux États-Unis. C'est donc un féminisme par et pour les femmes noires qui a commencé dans les années 60-70 en même temps que le mouvement pour les droits civiques. Ces féministes dénonçaient la condition des femmes noires qui ne bénéficiaient ni du white feminism, qui donnait des droits aux femmes blanches, ni du mouvement des droits civiques qui donnait des droits aux hommes noirs. Ainsi, elles se trouvaient à l'intersection entre le sexisme et le racisme.
et elles occupaient une position doublement discriminée, sans avoir de mouvement militant pour les défendre spécifiquement, et sans que cette double discrimination elle soit reconnue comme telle. L'intersectionnalité, c'est donc un féminisme qui étudie, qui compare et qui prend en compte les différentes dynamiques de domination qui se croisent, qui s'intensifient, qui se superposent et qui s'opposent, et qui créent ensemble un système d'oppression multiple. Ces dominations, elles peuvent être en rapport avec le genre, avec la race, la classe sociale, l'âge, l'orientation, la validité et plein d'autres identités ou minorités. L'écoféminisme, c'est un mouvement social et un courant de pensée qui se situe entre l'écologie et le féminisme. Ce mouvement, il observe les croisements et les similitudes entre l'oppression et l'exploitation des femmes par les hommes et l'exploitation de la nature par les humains. Il invite à repenser autant les relations et les dynamiques de domination liées au genre que entre les humains et la nature. Ce mouvement a une place très importante en Inde dans les années 70-80, notamment grâce à la militante Vandana Shiva. Et dans les pays du Sud en général, les femmes sont plus touchées encore par la dégradation de l'environnement à cause de la sécheresse qui appauvrit l'agriculture, qui rend l'accès à l'eau potable plus compliqué. Et donc ça donne un sens très important à l'écoféminisme dans leur vie quotidienne. Lors des récentes manifestations pour le climat, de nombreux slogans croisaient ces deux causes, comme bouffer des chattes, pas de la viande. Il existe de nombreux courants issus de l'écoféminisme, certains essentialistes par exemple qui voient un lien entre la fécondité des femmes, entre guillemets, et la fécondité de la nature, et d'autres qui sont plus matérialistes, etc., etc. Il existe plein d'autres courants du féminisme, comme le transféminisme, le queer-féminisme, le féminisme anarchiste ou postcolonial. Je vais pas en parler dans cette vidéo, mais je vous invite à aller faire des recherches pour les découvrir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 sur l'invisibilisation des minorités.